Bonne année! Je voulais commencer avec ces mots qui sont assez normaux, on va dire, pour le premier épisode de la saison, de l'année. Premier épisode de l'année 2024, bonne année donc, bonjour messieurs, d'un côté nous avons Sébastien qui est de retour sur le continent européen. Avec du fromage et du pain, avec du fromage, je suis content. Après, c'était combien finalement? 6 mois en Amérique du Sud. Oui. Ouais. Donc voilà, ça change un peu, voilà. C'était bien. Mais c'est bien, on est quand même bien chez soi, hein, sous la pluie, etc. De l'autre côté, nous avons Benoît qui, lui, n'a pas quitté le continent européen, tranquille, hein, pas peur. Juste déménagé, mais c'était un moment. Il a changé de rue. Oui, il a changé de rue. Il y a un moment, déjà, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis... non, c'est vrai, 300 mètres il a fait. Oh, tu es méchant, 360. Est-ce que dans ces cas-là, quand on déménage à 360 mètres de chez soi, est-ce qu'on fait venir des déménageurs? C'est la question que je me pose chaque fois. Oui. Quand on est geek, on est obligé. Hein. Parce que la maison, elle était pleine. Donc, oui, donc il fallait quand même des bras, quoi, c'est ça. Voilà, il fallait des bras. Mais ils ont dû se marrer quand même, parce qu'ils n'avaient même pas le temps de faire chauffer le moteur pour aller jusqu'à la maison suivante. Donc voilà. On a un épisode, comme toujours, évidemment, que nous enregistrons exceptionnellement, parce qu'on était un petit peu pressé cette année le mercredi. D'habitude, on enregistre le jeudi, c'est un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que jeudi soir, nous serons un peu plus libres que d'habitude. Heureux d'être là parmi vous. Et voilà, exactement. Donc, premier épisode donc, avec un planning chargé, et je peux déjà vous le dire, un dossier qui parlera d'expérience utilisateur, l'UX, comme on dit dans le jargon. Mes petits camarades que voici, que voilou, ont décidé de vous parler de ce sujet-là, de manière très large. Ce sera en seconde partie d'épisode comme chaque fois. Et puis bien entendu, première partie d'épisode, vous le savez, traditionnellement, c'est notre revue de presse sous forme d'abécédaire qui commence par la lettre... La lettre A comme... non, pas comme Apple, comme Adobe. Voilà. Adobe sans Figma. Adobe n'achètera pas Figma. Tu nous expliques ça, Benoît. Effectivement, ils ne vont pas l'acheter, les régulateurs ne le veulent pas. Donc on se souvient qu'en septembre 2022, il y a donc un petit peu plus d'1 an, Adobe et Figma va annoncer, voilà, nous on va merger, on va intégrer, après ce qu'il faut bien appeler l'échec de la solution native Adobe, c'est-à-dire qu'ils avaient tenté de développer un produit qui allait être concurrent à Figma ou qui servait le même genre de marché, c'est-à-dire le marché du développement des interfaces web, des sites web, et leur produit qui s'appelait XD n'ayant pas trop marché, ils se sont dit bon, on va racheter le leader du marché, c'est-à-dire Figma. C'était la plus grosse acquisition d'Adobe, ou ça aurait été la plus grosse acquisition d'Adobe plutôt, puisqu'ils étaient prêts à mettre 20 milliards de dollars sur la table. Mais le régulateur a dit, écoutez, non, vous êtes déjà très actifs dans la conception d'interface web, vous êtes les leaders du marché sur tout ce qui est la conception graphique avec Photoshop et Illustrator. Si vous intégrez également la conception du parcours utilisateur, de l'expérience utilisateur, du prototypage, ça veut dire qu'en fait vous avez le monopole sur le segment de la conception de site web, et ça c'est pas acceptable. Et donc le régulateur leur avait dit, il y a une solution, vous vous débarrassez de Photoshop, vous vous débarrassez d'Illustrator. Évidemment Adobe a dit non, on va pas perdre les joyaux de la couronne. Donc ils ont décidé de se retirer en finale. Les deux entreprises regrettent, c'est bon ton, le fait que le régulateur ne leur ait pas laissé s'organiser comme ils le souhaitaient. Notons que Figma part avec 1 milliard de dollars quand même, ce qui peut paraître beaucoup, mais il faut comprendre que c'est une entreprise monoproduit, donc c'est contrairement à Adobe, donc ça a été quand même impactant. Son équipe dirigeante pendant 1 an s'est occupée de cette fusion, n'avait que ça, et donc il était prévu, si la fusion ne pouvait pas se faire, que Figma aurait une compensation financière. Wall Street, par contre, il est tout content parce qu'il se dit, voilà, au lieu de perdre son argent, Wall Street trouvait que le prix d'acquisition était très cher pour le produit, et donc plutôt que de perdre entre guillemets son argent dans ce genre de choses, Adobe garde des fonds pour faire des acquisitions qui paraissent plus dans l'air du temps, par exemple de l'intelligence artificielle, justement pas de l'interface utilisateur, ça c'était Figma, de l'intelligence artificielle pour améliorer par exemple le moteur Firefly. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, hein, si ce n'est que maintenant, quelque part, on suppose qu'Adobe va se mettre à la recherche de nouveaux investissements.
Par exemple, et Figma a un nouvel acquéreur ou pas Non, pour du coup, il reste indépendant. Il reste indépendant, ok. Ce milliard qui leur donne l'occasion de quelque part, entre guillemets, on l'espère pour eux, récupérer l'énergie qu'ils ont dépensée dans l'acquisition. Ils sont pas restés les bras croisés, hein, ils ont sorti pas mal de nouveautés, pas mal de nouvelles améliorations de produits. C'est un produit qu'on utilise, donc je le connais. Ils sont pas du tout endormis sur l'année qui est passée en termes de produits, hein. Ils sont restés très très actifs. Ça arrive souvent, ça. Je ne continue pas. Juste une parenthèse, mais vite fait. Peut-être moi, je m'adresse à Sébastien pour faire tourner un peu la parole. Ça arrive souvent, ça, qu'il y ait des cas comme ça où c'est très abouti, c'est très logique dans l'acquisition d'une entreprise par une autre, et puis finalement, non. Ça passe pas le cap, et donc on revient chacun dans son coin. J'ai pas de souvenir particulier, c'est pour ça que je pose la question. Non, j'avais peur que tu me poses la question parce que j'ai pas de souvenir particulier non plus. Je me souviens parfois de conditions. Oui, vous pouvez acquérir, mais à la condition de se séparer de tel produit ou de tel autre produit, ce qui est parfois accepté. Ici, c'était pas raisonnable, comme Benoît l'a mentionné. On n'imagine pas Benoît Adobe se séparer de Photoshop. Tu vois qu'elle là-dessus, j'allais dire, on n'imagine pas Benoît se séparer de Photoshop. Non, non plus. Non, j'ai pas d'exemple concret en tête. Une question pour Benoît, parce que j'ai pas suivi l'actualité de cette semaine. C'est le régulateur US ou européen qui a imposé ça? C'est l'Europe qui contraint leur plan ou c'est les États-Unis? En fait, c'est l'ensemble des régulateurs, c'est-à-dire que les deux qui sont le plus mis en exergue, c'est le régulateur britannique et le régulateur américain. Mais les régulateurs européens arrivaient au même genre de conclusion. Et fondamentalement, ils n'ont pas attendu qu'on leur dise un nom formel et officiel. Ils ont juste compris, vu l'évolution des discussions, que leur porte-parole expliquait en substance, il est clair que l'évolution va nous entraîner à devoir prendre des décisions qu'on sait déjà qu'on ne voudra pas prendre. Et donc, c'est pas la peine de continuer quand on arrête les frais. Donc, il n'y a pas eu un nom formel du régulateur. Il y a simplement eu, dans le dialogue, la compréhension qu'ils n'allaient pas y arriver. Ouais, c'est ça. Donc autant freiner les cas de fer à ce moment-là et revenir chacun dans sa position. C'est très bien comme ça. Et c'était donc le premier sujet de l'année. Le second, c'est la lettre I comme IA. Intelligence artificielle à toutes les sauces, évidemment. L'année passée, c'était un peu l'année de l'IA, hein, où on a beaucoup parlé. Il y a eu, bien avant cela, on en parlait déjà, mais l'année passée, c'était quand même très central. Et puis après, Sébastien, 2024, on part sur la même ligne, on ose l'imaginer, avec des usages qui vont poser question, finalement. Et ça commence déjà, hein, c'était déjà dans l'esprit des gens, ça. Qui vont poser plein de questions légales, morales, éthiques. Et j'ai trouvé 2 exemples cette semaine qui font froid dans le dos tous les deux. Donc, petit récapitulatif, si vous étiez dans une grotte en 2023, en fin 2022, OpenAI a sorti la première version de ChatGPT, ce qui a permis de généraliser l'usage grand public des modèles génératifs de texte, dans le cas de ChatGPT. Ceux d'image étaient déjà là avec Stable Diffusion et DALL-E depuis quelques mois avant. Hein. C'était milieu 2022. Et ont surtout donné aux développeurs des API, des fonctions, des librairies pour pouvoir appeler des modèles et les mettre dans leurs applications. Et une des choses que j'aime bien avec des librairies ou des API, c'est que quand on donne des outils très puissants à des gens extrêmement créatifs ou talentueux, ils viennent avec des solutions qui sont extrêmement créatives et extrêmement talentueuses. Les 2 que j'ai repérés sont dans 2 domaines radicalement différents. Le premier s'appelle Suno AI, c'est une start-up basée à Cambridge. Alors pas le Cambridge ici en Europe, en Angleterre, mais le Cambridge Massachusetts, tout près de Boston. C'est une start-up qui utilise des techniques de deep learning et de generative AI pour générer de la musique. Donc on écrit un prompt et cette fois-ci ça vous génère non plus une image ou un texte, un mail, etc. Mais ça vous écrit un petit morceau de musique dans la version gratuite, 25 secondes en qualité de son OK. Mais il y a une version payante évidemment où on peut avoir des morceaux plus longs avec du son de meilleure qualité. Donc fini les cours de solfège, de rythmique, à quoi bon engager un parolier, il suffit d'écrire 2-3 phrases. Alors je l'ai fait pour tester et j'ai demandé à Marc de caler le son, on va pouvoir vous partager ce son là, ça s'appelle Suno AI. Alors mon prompt c'était je voudrais un son pop rock, je l'ai mis en anglais, hein, je traduis à la volée, donc pardonnez les anglicismes comme à mon habitude. Je voudrais
voudrais une chanson pop rock dans la tradition des années 80, avec des inspirations de Sting, Supertramp et Queen. Je voudrais court, avec une forte ligne de basse. Et là, je trouve qu'il m'a pas tout à fait suivi, parce qu'il n'y a pas spécialement, en tout cas ça m'a pas sauté aux oreilles, une forte ligne de basse. Et les paroles doivent parler du monde qui est en train de changer. Et ça a donné ça. The stars begin to shine, but the world keeps turning, spinning out of control. We're caught in the crossfire, searching for our soul. Changing times, they're coming our way. The chaos and the haze, you'll find a new day. You rise above, like a phoenix is bright. Eh ben, ça fait que 25 secondes. Tu découvres un nouveau talent. oui, j'ai composé animateur. Ça. Je peux aller déposer ça à la SACEM ou à la SABAM en Belgique. Le bidule a écrit les paroles. Il a écrit les paroles, il a écrit la musique, et il a chanté. Il a fait les chœurs, etc. Enfin, les arrangements. Le fichier MP3 que j'ai téléchargé, c'est ce que vous venez d'entendre. Et je trouve le résultat assez bluffant, c'est convaincant. On aime ou on n'aime pas, ça c'est après une question de goût. Mais par rapport à ce que j'ai demandé, un truc qui sonne années 80 dans le style de Supertramp, ça colle, hein? Non. Ah non, pas Supertramp. Non. Un peu. Un mélange. Roger Oxon, viens voir. non, pas Supertramp, non, jamais de la vie. Les démons de minuit, le groupe Image à la rigueur. Ah oui, toi tu m'as dit ça, oui. C'est trop pop que pour être... non, c'est pas... Non. Ceci étant dit, ça sonne, hein, pour en revenir, ça sonne, ça rentre quand même un peu dans la tête. Hein. C'est la troisième ou quatrième fois que je l'entends. Ça commence à... Voilà, ça, c'est le genre de truc, si tu le passes en radio, à mon avis, tu le matraques un tout petit peu et la sauce pourrait éventuellement prendre. Ceci étant dit, c'est pas très dans l'air du temps. Ceci dit, tu cherchais aussi un son pop rock, pop des années 80, donc forcément c'est pas très actuel. Prompt, hein. J'ai entendu des exemples de rap en français. Il est capable de générer des tas de choses différentes. Là, c'est ce que je lui ai demandé. Désolé, je me montre mon âge en générant un truc des années 80. Alors tu me dirais, je te coupe 2 secondes, mais tu me dirais, c'est un groupe suédois de 87, ils ont sorti ça, ils ont eu un gros succès chez eux, mais pas du tout à l'international. Je serais tenté de le croire presque. Ça pourrait passer. Ben oui, sans rire. Donc voilà, ça fait peur. Hein. Plein de questions. D'où vient la source? Est-ce qu'il y a eu une inspiration d'autre chose? Un groupe suédois des années 80. Qui est propriétaire de ça en termes de copyright? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on peut déposer ça? Où en sont les lois dans chacun des pays? Je sais qu'il y a certains pays qui commencent à réfléchir sur l'interdiction de pouvoir déposer auprès d'une société d'auteurs-compositeurs ce genre de création. Alors je parle de Suno AI, mais c'est pas le seul. Il y a Jukebox d'OpenAI, nos amis de ChatGPT, il y a Amper Music, il y a Aiva aussi qui permettent de faire ça, donc il y en a d'autres, et attendez-vous à d'autres dans le futur. Autre exemple, et je change complètement de domaine, c'est une start-up chinoise qui permet de nous recréer, de créer un avatar de nous, mais pas uniquement la représentation physique, mais aussi notre manière de penser, notre manière de parler, notre voix, après notre mort. L'idée, c'est de faire un avatar dans une application avec qui on peut parler, comme on parle à Alexa aujourd'hui, ou comme on parle à un assistant, mais aussi avec la représentation visuelle. Bonjour maman, comment tu vas? Et qu'est-ce que tu as fait hier? Et avoir une conversation un peu comme on aurait avec ChatGPT, mais basée sur la voix, et avec la voix d'une personne qui nous a quittés, et ça je trouve ça complètement flippant. Il n'y a pas la barrière culturelle qu'on a ici en Europe, puisqu'en Chine il n'y a pas de religion officiellement acceptée ou légale. L'État décourage même l'usage de religion, et apparemment ils ont pas mal de succès puisqu'il y a déjà 500 employés qui travaillent dans cette start-up là. Alors ça marche soit sur base d'interviews que tu fais pré-mortem, enfin avant ta mort, pour savoir ce que tu penses et ce que tu penses de ceci, cela, etc., plus des enregistrements de ta voix, des enregistrements vidéo de toi.
Soit si la famille décide de faire ça après la mort, il faut reprendre des vidéos aussi, des enregistrements de la voix, et puis ils arrivent à pomper aussi tous tes messages, ton historique de ton téléphone, pour savoir de quoi tu parlais, comment tu faisais tes phrases, etc. Ils disent que c'est pas plus différent enfin c'est pas eux, c'est des psychologues qui disent finalement c'est un peu le même principe qu'un album photo. Une fois qu'on a passé une certaine étape dans le deuil, on est content de rouvrir un album photo et revoir la personne. Là, je trouve ça quand même un peu plus flippant parce qu'on peut interagir. C'est un Bien album sûr. photo avec lequel on interagit, on parle. Et voilà, moi j'aimerais pas du tout ça, mais c'est mon avis à moi. Bah oui, parce que comment on fait son deuil dans ces cas-là? Enfin, c'est un peu particulier. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, je le sens dubitatif comme moi. C'est compliqué comme histoire quand même, non? Il me semble, alors je suis pas un spécialiste, mais il me semble que dans ces pays, il est fréquent de garder des éléments du mort, les cendres ou des choses pareilles dans la maison. Donc il y a déjà un rapport à la mort qui est très différent. différent. Un peu plus fétichiste. Oui, enfin je sais pas s'il faut mettre un jugement de valeur, mais qui va peut-être amener, voilà, enfin comme le disait Sébastien, peut-être que dans leur culture c'est quelque chose qui est plus acceptable que pour nous. C'est vrai que nous, on aurait du mal à faire son deuil dans ce genre de choses. Il y avait un roman comme ça, il me semble, où justement les gens s'enferment avec leur défunt et se déconnectent de la vie réelle. Parce que il y a une espèce de robot qui remplace les défunts et enfin c'est oui, mais il y a pas on a un robot tous dans notre excuse-moi 2 secondes, on a tous un robot quelque part dans notre poche, et on le voit, on s'en sert de temps en temps comme dans une série télévisée ou dans un film, etc., où la personne qui a perdu son compagnon, sa compagne, lui téléphone, continue à lui téléphoner pour entendre sa voix sur le répondeur. Ça sort pas c'est pas juste dans la tête d'un scénariste, c'est quelque part, oui, il y a peut-être ce côté aussi, ce besoin de sentir un parfum, d'entendre une voix qui va au-delà de l'image d'un album photo. C'est donc... Oui, Seb. On mentionne souvent la série Black Mirror, ou je mentionne souvent la série Black Mirror quand je parle de technologie, parce que souvent c'est de la science-fiction d'après-demain, c'est pas du 2048 ou du 3000 et quelques, c'est des choses qui pourraient arriver. Et bien là, c'était saison 2 de Black Mirror il y a quelques années, épisode 1, allez regarder, saison 2, épisode 1, c'est un avatar. Alors là, il est en 3 dimensions, vraiment face à toi dans la pièce, c'est pas une image sur ton téléphone, mais c'est tout. Le reste, c'est le scénario que décrivait Black Mirror, et il y a une autre série qui parle de ça aussi, mais là Upload. C'est encore plus compliqué, c'est Upload, on en a déjà parlé plusieurs fois aussi, qui est visible sur Prime Video. Oui, et qui était la saison 3 d'ailleurs, je l'avais déjà mentionné fin de l'année dernière. Mais là, c'est plus sur le ton de l'humour, donc ça passe. C'est plus voilà, c'est le côté cocasse de la dématérialisation et du métaverse aussi quelque part. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé la fin de l'année dernière, et pourtant c'est sorti à ce moment-là, en tout cas l'annonce est sortie à ce moment-là, mais il n'y a pas encore de vraie réalisation, c'est Channel One. C'est cette chaîne de télévision, une chaîne d'information qui propose un journal, ou en tout cas va proposer un journal uniquement réalisé avec des avatars et des voix de synthèse. C'est assez particulier à suivre. Je vous mets quand même un petit peu le son, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, hein, donc des intervenants virtuels, des présentateurs virtuels, des fois basés sur des présentateurs existants, des fois pas, et qui lancent des sujets qui sont des sujets achetés aux agences de presse, etc. C'est très particulier. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à le produire? Parce que là, c'est un journal de 21 minutes à peu près. Ce qui je vais un peu diminuer le son parce que ça me perturbe, mais ça a généré un truc comme ça. Il faut voir s'ils arrivent à en générer toutes les heures, quoi. Hein. C'est pas si évident que ça quelque part. Et alors le truc qui est très dérangeant dans l'histoire, c'est que quand ils n'ont pas d'image, ils les fabriquent. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une inondation quelque part. Ah, on n'a pas les images parce qu'on n'avait pas de reporter sur place. Eh ben, on va faire des images d'une inondation.
Et ça, on inventer l'information quelque part ou l'illustrer de cette manière-là, ça dépasse quand même les bornes de la bienséance. Voilà. Par contre, sur le principe de présenter dans toutes les langues possibles imaginables sur base d'un seul avatar, oui, ça va parler à plein de gens, évidemment, et en particulier aux chaînes de télévision qui ont envie d'être écoutées et regardées par le plus grand nombre, on l'imagine bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, après on passe à la suite, hein, mais Benoît, un avis là-dessus ou pas? Ouais, tu parles d'inventer les informations, il y a déjà des chaînes qui font ça. Hein. Oui, c'est quand même aux assez États-Unis, connu. oui, c'est pas faux. Et en France, BFM TV a peut-être pas tellement plus d'intelligence que l'intelligence artificielle. Donc. Oui, mais ça c'est encore un autre jugement de valeur. Mais tu as raison. Mais ceci étant dit, ça, si tu le sais et que tu l'as vu, que tu l'as compris, c'est parce qu'effectivement il y a de la perfection. Ici, c'est tellement lisse et parfait et que si tu as le petit virus du doute en te disant est-ce que c'est juste ou c'est pas juste, c'est déjà un pas de plus vers l'installation d'une fake news solide et qui va faire bouger peut-être des masses de gens dans le mauvais sens. Non, il n'y a pas de réaction. Ok. Sébastien? Non, pas de réaction non plus. Cette année, la moitié de l'humanité va voter pour un nouveau président en 2024. Oui. Entre l'Inde, un bout de la Chine, un bout de la Russie, enfin, je sais plus tout quoi. Donc la possibilité de pouvoir générer des news réelles ou pas, automatiquement et à grande échelle, et ciblant certaines idéologies, va devenir une arme politique. Oui, c'est déjà le cas maintenant, hein, avec des fake news qui circulent et qui sont lancées par des fermes à trolls sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime bien, c'est qu'on dit les réseaux sociaux et c'est toujours le même qui est en cause. Hein. c'est toujours sur le même que ça se passe. C'est sur celui où les gens se sentent le plus libres, peut-être, grâce à Elon Musk. C'est pas vrai. Ces fermes de trolls ciblent vraiment des interactions avec certaines personnes et ils vont chercher sur tous les réseaux. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect création de la fake news qui est sur un réseau, mais par contre le gros de la technique, c'est quand même d'avoir une interaction entre guillemets individuelle avec chaque personne en lui présentant des contenus qui vont lui parler, qui vont peut-être être faux, mais qui vont lui parler. Et ça, ils le font sur tous les réseaux. C'est ce qui avait été utilisé en l'occurrence au moment du Brexit pour aller chercher les indécis. Et là, c'est plutôt sur Facebook que sur Twitter parce que c'est là qu'il y a autre chose. plus de participants. Ok, bon, alors on passe à la suite parce qu'on va être en retard. La lettre L comme LG, et c'est avec Benoît que nous parlons de LG, parce que le CES pointe son nez. Thierry, notre camarade helvétique, sera sur place et peut-être qu'on fera un petit dossier avec lui, on va voir comment ça s'organise. Mais déjà, les annonces arrivent, et les premiers à être sur la balle, et ça c'est quasiment chaque année, c'est LG qui débarque avec déjà des news, des infos, bien avant l'ouverture du salon. Benoît. Tout à fait, enfin bien avant une dizaine de jours avant l'ouverture. Oui, c'est déjà bien avant parce que les autres arrivent un peu plus tard. C'est pour ça que je dis. D'accord. Alors, c'est des pré-annonces, donc je précise tout de suite, on n'a pas toutes les infos. Et Marc, parce que je sais que tu vas me poser la question, non, on n'a pas le prix. Ne pose pas la question, on n'a pas encore le prix. Donc, c'est effectivement les pré-annonces pour le CES 2024, avec deux produits qui m'ont un petit peu... Enfin, plutôt un produit et une annonce qui m'ont... intéressé dans l'offre LG. Le produit, c'est le Cinebeam Cube. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un vidéoprojecteur qui se destine on va dire, aux non-cinéphiles. Ça correspond à une gamme de produits qu'on commence à voir chez les concurrents, hein, chez Samsung, Freestyle, chez BenQ. Il y a je me souviens, c'est le QS2 ou le QS3. Enfin, on voit des offres de ce type-là. C'est-à-dire, en fait, des vidéoprojecteurs qu'on va pouvoir utiliser de façon beaucoup plus détendue que le vidéoprojecteur classique. Donc, des fois nomade aussi, hein, transportable, on peut le partir avec en vacances. Exactement. Ça fait un appareil qui est très petit. Il fait, en l'occurrence ici, 14 cm sur 14 cm sur 8 cm, donc c'est vraiment très petit, très léger, 1,5 kg. Ça veut dire que aussi, quand on ne s'en sert pas, on peut le ranger dans une armoire. Il est assez stylé, donc si on veut le laisser, le laisser sur un meuble, même quand on s'en sert pas, esthétiquement, il est pas particulièrement choquant. Ils ont mis une poignée autour à 360 degrés
qui est, on pense, qui va permettre de l'installer plus facilement sur un meuble en l'orientant, etc., ou de l'accrocher. Par exemple, si on veut faire une projection dans son jardin à l'été, on peut l'accrocher à une branche d'arbre et projeter. On faut évidemment mettre une toile quelque part, mais voilà, on peut faire ce genre de choses. Donc on voit qu'on est dans un usage moins guindé que le vidéoprojecteur installé à demeure, vissé dans le mur, installé à demeure, etc., avec le support, le machin, le son 7.1 et des trucs pareils qui vont bien. Autre élément très important qui est également quelque chose que LG partage avec tous les produits similaires, il y a un OS de Web TV dessus. Et ça c'est important parce que de nouveau, on veut pas se prendre la tête. Hein, le vidéoprojecteur traditionnel, je veux dire, il projette. Et puis à côté, tu dois avoir une source. Et tu vas avoir un lecteur Blu-ray, tu vas avoir un Apple TV, tu vas avoir quelque chose, mais tu vas avoir des sources à côté. Et du coup, c'est un peu prise de tête. C'est des câbles dans tous les sens, c'est du branchement, machin. Là, ici, il y a WebOS intégré. Donc WebOS, ça veut dire la connexion aux principales plateformes. Tu peux te connecter à Netflix, Disney+, Prime, YouTube, et sans rien faire, tu as ton image. Et WebOS, au demeurant, j'ai eu l'occasion de l'essayer. J'ai un device Tizen, donc Samsung, il y a un device LG avec WebOS. Il est super sympa comme OS. Vous savez que je suis assez exigeant en matière d'OS. Il est vraiment léché. Il est vraiment très agréable à utiliser. C'est un projecteur laser, donc un DLP assez classique. LG annonce des contrastes complètement ridicules de 450 000 sur 1, mais c'est évidemment avec des manipulations soft et compagnie, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils annoncent une projection sur une diagonale qui va de 50 pouces à 120 pouces. 120 pouces, c'est à peu près 3 mètres. Donc ça veut dire depuis une taille TV, une TV comme on trouve dans pas mal de salons, jusqu'à quelque chose qui devient quand même une vraie petite salle de projection. Peut-être pas encore une grande salle de cinéma, mais une petite salle sympathique. Attention néanmoins, parce que le rapport de projection n'est que de 1.2, donc il faut quand même le mettre assez loin. Il faut une pièce qui a quand même suffisamment de taille si on va avoir les 3 mètres. Petit piège quand même, et là, ils sont également, comme l'ensemble de l'industrie, il ne fait que 500 lumens, donc c'est pas hyper lumineux. Donc on va pas pouvoir s'en servir comme on va utiliser un projecteur en entreprise, par exemple. On va pouvoir l'utiliser quand il fait clair. Il faut qu'il fasse noir. C'est le truc qu'on va utiliser le soir. Quand on a tiré les rideaux, c'est pas le jardin la nuit. Le jardin la nuit, oui, tout à fait. Voilà. Mais note que le jardin, il faut déjà un fameux projet pour le jour. Hein. Surtout en été. Oui, c'est ça. Oui, on est bien d'accord. Ou alors, vu le temps couvert qu'on a depuis 2 mois, ça reste possible, mais sous la pluie, c'est moins gai. Mais oui, alors tu mets le projet d'or et toi tu restes à l'intérieur. Tu projettes sur la façade du voisin, tu vois. Voilà, exactement. Alors, il y a quand même la connectique, je veux dire hardware avec le support HDMI et l'USB-C. Un truc qui est une bonne idée, je trouve, c'est que ils ont, par rapport à la concurrence, ils font de la 4K. La concurrence est en HD, Full HD, voire en 720p. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que de nouveau, il y a cette idée de faire un truc qui va être assez facile à utiliser, et donc il y a autofocus et correction de l'angle. Si tu l'as mis avec une déformation d'image, il va automatiquement corriger la parallaxe. Par algorithmique, ça abîme l'image, et donc quand tu démarres déjà une image en 720p qui est corrigée par soft, ou une image Full HD qui est corrigée par soft, il en reste de moins en moins, quoi. En étant en 4K, je pense que là, il se différencie un petit peu du reste du marché. Voilà. Ça correspond à des nouveaux usages. Hein, traditionnellement, et encore aujourd'hui, le gros du marché pour ça, c'est l'éducation, c'est l'entreprise. Un petit peu les cinéphiles, mais comme on l'a dit, il faut avoir du fric, et puis il faut avoir de l'espace, et puis il faut avoir le temps, et puis il faut aimer la techno, etc. Et là, on arrive sur des produits, qui visent un nouvel usage, qu'on va sortir de temps en temps pour se faire plaisir, et puis qu'on va utiliser tout le temps. Et je pense que ça s'utilise pas, c'est pas le même usage qu'une télévision, justement. Parce que je connais des gens qui ne regardent pas la télévision, mais qui par contre ont un projecteur vidéo. Pour se faire plaisir, pouvoir être confortable dans son canapé, diminuer la lumière, un petit truc sympa, et qui n'ont pas nécessairement non plus les sous pour acheter un gros projecteur, parce que ça peut monter très haut, hein, surtout ceux à focale courte, là, tu vois, ceux que tu mets au ras du mur pour pas que ça gêne, etc. Il faut un écran adapté en plus. Hein. Et il faut un écran adapté. De la peau des fesses, mais en plus il faut un écran, et là tu laisses un rein. Donc une solution souple comme ça que tu peux même emmener avec toi en vacances, ou je sais pas, dans ta maison de campagne, que sais-je, c'est pas complètement crétin. Je vois déjà aux ados par exemple s'ils font une petite soirée, des choses pareilles, donc c'est quand même aussi. Il y a une petite news supplémentaire sur le sujet avec LG. Donc on l'a compris, il y a WebOS dans le projecteur. C'est WebOS 6.0, donc c'est une assez vieille version de WebOS, mais il a les principales plateformes. Et c'est un des problèmes des Smart TV aujourd'hui, c'est que les mises à jour
jour des OS se font Ah, pas c'est du terrible. en gros. Et là, ils ont annoncé qu'à partir de maintenant, sur leur TV haut de gamme, pas sur le projecteur, mais sur leur TV haut de gamme, ils vont proposer des mises à jour. Alors, ils démarrent par le haut de gamme, on espère qu'ils le feront bientôt dans toutes les gammes. C'est-à-dire que tu achètes leur TV QNET 2024, leur modèle tout haut de gamme cette année, et ils t'annoncent 4 ans de mise à jour. Tu pourras mettre à jour D'accord. à WebOS 24, 25, 26, 27, 28. Oui, parce que cette obsolescence, enfin, ça existe aussi chez Samsung, où tu achètes une télévision, 3 ans après, l'OS est dépassé, les applications ne suivent forcément pas parce qu'elles doivent évoluer avec l'OS. Enfin, c'est une obsolescence dramatique, entre guillemets, qui fait que votre télévision dite intelligente la première année ne l'est déjà plus après 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Ok, c'était donc pour les annonces LG. On détaillera pas ça au CES du coup, puisqu'on le sait maintenant. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas si Seb avait un petit truc à rajouter par rapport à ça ou pas. Ouais, je me disais combien ça coûte. Ah, non, mais c'est pas moi. C'est très bien votre discussion, mais. Mais j'ai rien dit moi. Benoît, je n'ai rien dit. Je ne lui ai pas demandé de demander. Vu les caractéristiques techniques de la bête, ça risque d'être assez cher. Alors et les usages que tu as décrits, Benoît, ils sont super sympas. Moi, je me vois bien sur ma terrasse. J'ai un mur blanc sur ma terrasse en plus. Je pourrais taper le truc avec le Wi-Fi et tout. C'est génial. Avec Wi-Fi. Si ça coûte, ah bah oui, au minimum. Mais si ça coûte 1000 euros, 2000 euros ou plus, c'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Donc je serais très curieux de voir le price point. J'attends la réponse de Benoît. Quand tu regardes les marques concurrentes, on est pour du Full HD aux alentours de 800 euros, 800-900 euros. Ouais. Prix constructeur. Donc tu le trouves généralement un petit peu moins cher après quelques mois. Il y a des bidules. Il y a des modèles chinois, moins chers, mais qui vont être en moins 720. Voilà, il y a des trucs chinois en 720p, des trucs pareils qui démarrent déjà à 400. Mais bon. Ouais. Je répète, 720p, la correction logicielle et tout le bazar. Ouais. Peut-être j'avais vu. S'il y a du crépi sur le mur, ça va pas changer grand chose. Ouais, exactement. Mais c'est ça. ce que je disais aussi. Je voyais parce que je pensais là tantôt, mais un van lifer qui a pas la place pour mettre une télévision évidemment dans son van et qui avait un petit projecteur comme ça, il tire un drap près du poste de conduite et de son lit, il peut regarder se mater un film sur alors avec un petit projecteur, oui, à 300-400 euros, qui va faire du 720p, qui sera largement suffisant vu la distance, etc. et qui permet comme ça de se regarder un petit film tranquillou bilou au fond de son van, quoi. Pourquoi pas? Ouais. Il y a beaucoup de critiques de ces produits comme étant des produits qui sont très chers. Donc, il y a beaucoup de critiques notamment autour de la sortie de Samsung disant mais c'est hors de prix pour ce que c'est. Et c'est vraiment une réflexion cinéphile. C'est-à-dire, c'est se dire, vu la résolution, moi je peux acheter un vidéoprojecteur qui a une meilleure qualité d'image, mais il va pas avoir la Smart TV, il va pas avoir le tout intégré, etc. Et c'est un usage complètement différent. Ouais. Je pense qu'il faut accepter que ces produits-là visent un usage un petit peu différent du Alors bon, vidéoprojecteur d'entreprise. pas l'OS Web TV, tu peux un petit dongle ou Chromecast ou ça le fait, quoi. C'est de la complexité tout ça. Petite complexité. Pense à l'expérience utilisateur. Effectivement, expérience utilisateur, sujet du dossier qui s'en vient si on arrive jusque-là. Parce qu'on n'avance pas. Intéressant en tout cas, et on reparlera forcément, comme je le disais, du CES dans les semaines à venir, forcément. Ah oui. La lettre M comme Mickey. Mickey la petite souris, la petite souris avec les grandes oreilles, Mickey qui rentre dans le domaine public. Bienvenue. Bienvenue Mickey dans le domaine public. Donc vous savez que les œuvres qui sont sujettes aux droits d'auteur après un certain temps tombent ce qu'on appelle dans le domaine public. Ça veut dire que le propriétaire ne peut plus réclamer des droits sur l'utilisation de l'image ou du son ou du texte en fonction de l'œuvre et tout le monde peut l'adapter, le transformer à sa guise. Alors qu'est-ce qui tombe dans le domaine public au 1er janvier 2024? Plein de choses, dont l'image originale de Mickey Mouse. Donc si vous vous souvenez de ce premier dessin animé de Walt Disney en 1928 où on
voit Mickey qui conduit un bateau, il est derrière une barre. Alors c'est un Mickey très différent visuellement de celui qu'on connaît et qu'on voit dans les parcs d'attractions aujourd'hui. C'est Mickey en short blanc, sans gants, comme faisait remarquer Benoît juste avant l'enregistrement, et d'une version très rudimentaire, on va dire, par rapport à la version plus aboutie qu'on connaît aujourd'hui. C'est cette image-là, et uniquement celle-là, de Mickey qui est dans le domaine public. Donc n'allez pas commencer à faire des trucs avec le Mickey moderne, parce que là vous aurez les juristes de Disney qui vont vous tomber sur le dos. Mais la première, vous pouvez l'utiliser. Attention toutefois, le mot Mickey est une marque déposée. Vous pouvez pas utiliser le mot Mickey avec cette image-là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'image originale en noir et blanc ou la retransformer. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs, parce qu'il y a une société de production qui a annoncé quasiment le même jour qu'ils allaient sortir un film sur l'histoire d'un serial killer qui se déguise en Mickey, un peu comme Scream, avec le masque qu'on connaît tous, mais là c'est Mickey avec ses grandes oreilles. Ça plaît pas du tout à Disney d'ailleurs, cette histoire, parce qu'ils veulent garder l'image de Mickey qu'on connaît, mais voilà, il la contrôle plus. Et aux États-Unis, c'est 95 ans, 95 ans les copyrights avant de tomber sur les droits d'auteur. Donc 1928 plus 95, ça fait 2023. Donc au 1er janvier 2024, l'image est libre de droit. Alors je disais, j'ai commencé, je vais terminer par ça aussi, qu'il n'y a pas que Mickey qui devient un domaine public. Il y a Tigrou de Winnie l'ourson. Donc Winnie l'ourson, ça fait déjà 2-3 ans qu'il était dans le domaine public, mais l'image de Tigrou devient disponible également. L'histoire, le roman de Peter Pan, donc je parle pas du film et l'image que vous connaissez vert avec la petite plume rouge de Peter Pan Walt Disney, mais je parle du livre de J.M. Barrie's Peter Pan tombe dans le domaine public. Un des premiers films de Charlie Chaplin également, Le Cirque, tombe dans le domaine public. Le roman Les Amants de Lady Chatterley de D.H. Lawrence tombe dans le domaine public aussi. La première comédie musicale des Max Brothers avec Groucho, Marx et les autres tombe dans le domaine public. Et il y en a d'autres comme ça. Un film de Buster Keaton aussi. Le roman qui a servi à ce film Netflix que j'ai regardé l'année passée ou l'année d'avant, All Quiet on the Western Front, un film qui parle de la guerre 40 ou 14, non 14. La vie dans les tranchées, mais vu des Allemands. C'est un film allemand. D'accord. Et c'est le point de vue allemand. Très très bien. Si vous êtes abonné à cette plateforme, allez lire. Donc le roman original qui a servi à ce scénario-là est dans le domaine public maintenant aussi. Netflix aura attendu 2-3 ans. Ils auraient pu sortir le truc pour beaucoup moins cher que maintenant. Peut-être, oui. Ils ont tiré, et ça c'est un peu grâce à Disney justement, ils ont tiré en longueur, hein, parce qu'au départ c'était 50 ans je pense, puis ça a été 75 ans, et finalement c'est 95 ans, mais ils iront pas plus loin sur la durée des droits. Donc alors, c'est l'article du Washington Post qui explique ça, que Disney a été très procédurier sur l'usage de ces droits, et ils ont réussi à force de lobby à faire des changements dans la loi. J'ai oublié comment s'appelle la loi, mais enfin effectivement, comme tu le dis, dans les années 70, il y a eu un vote qui a étendu la période de copyright à 95 ans et était à l'origine de 70 ans. Ouais, et comme le cinéma et toutes ces affaires-là, on commence à rentrer dans les mêmes dates. On va commencer à avoir chaque année, en tout cas de manière très régulière, des choses connues et même iconiques. Je pense au film des Frères Lumière, des choses comme ça qui vont rentrer dans le domaine public. Après, il faut voir qui va s'en saisir et qui va faire quoi et avec quoi. Ça, c'est encore un tout autre débat. Je sais pas si Benoît avait une petite opinion à délivrer par rapport à ça ou pas. Film d'horreur avec l'arroseur arrosé. Le premier film comique, là, tu sais. Oui, c'est ça, oui. Peut-être en faire un remake de 2025. Oui, par exemple. Donc ça peut donner des idées, peut-être, à certains. Pourquoi pas, on verra bien. On reste à la lettre M comme moléculaire, et avec Benoît, parce que, oui... J'ai envie de vous dire que ce genre de sujet, c'est souvent Benoît. C'est d'ailleurs que Benoît qui apporte ce genre de sujet. C'est pour ça que moi j'aime bien quand Benoît est là, parce que chaque fois c'est une petite... C'est comme Benoît, c'est une pochette de surprise en fait. Hein. Il y a plein de trucs autour un peu habituels, et puis quand on l'ouvre, pouf, tout d'un coup il y a ce truc-là qui sort. On va parler de café moléculaire, Benoît. C'est particulier. C'est une recette qui est maintenant dévoilée, on va dire. Tout à fait. Alors,
en fait, on parle beaucoup de technologie, mais on parle beaucoup chez les technologies genre l'électronique, l'informatique, etc. Là, on va parler de biotechnologie, c'est-à-dire créer des choses avec en manipulant le vivant. C'est un centre de recherche finlandais, le centre de recherche technique, qui s'appelle le VTT, qui est un centre d'État, qui est le plus grand centre de recherche appliqué en Finlande, qui a repris un test qui avait été fait en 1974-1974 par des Canadiens, le responsable du projet à l'époque s'appelait Tom Slay, pour fabriquer du café dans un laboratoire, avec l'intention des Finlandais aujourd'hui, c'est de dire le changement climatique est quand même quelque chose qui influence les cultures. Le café est le deuxième produit le plus échangé au monde, produit de base le plus échangé au monde après le pétrole, donc c'est une énorme industrie. Or le café, il est très très exigeant. La plante est très très exigeante. Elle veut une certaine altitude, une certaine température, une certaine pluviosité, etc. Et dès qu'on la sort de ces paramètres-là, le café n'est pas très bon, ou il y a carrément la plante ne résiste plus aux attaques des ravageurs, etc. Les insectes et compagnie, et donc il n'y a pas de récolte. Et donc leur idée est de dire il faut quelque part faire de la recherche autour de quelles alternatives on pourra avoir, sinon on devra tous boire de la chicorée, et la chicorée c'est quand même pas terrible. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des cellules de feuilles de café, et à partir de ces cellules, ils produisent une poudre en laboratoire, et cette poudre, ensuite, ils vont la torréfier, et puis ils font une infusion avec donc ils font un petit peu comme on fait avec une cafetière à piston. Ils n'ont pas essayé la percolation comme on fait habituellement, ils ont plutôt fait une infusion. Et ils ont obtenu un résultat qui est apparemment, ils ont testé le goût, ils ont testé les caractéristiques du produit, et ils ont obtenu un résultat qui est beaucoup plus proche du café traditionnel que les autres alternatives qu'on trouve. Parce qu'il y a des produits alternatifs sur le marché. Je vais évoquer la chicorée, il y en a d'autres, mais les goûts sont quand même assez éloignés du café. Ils annoncent que, selon leurs essais, le résultat est beaucoup plus proche. Ce qu'ils font également, et ça vaut la peine d'aller lire l'article pour ça, j'avoue que c'est très technique, j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé intéressant de voir la description vraiment avec des photos, etc., de chacune des étapes qu'ils ont suivies pour obtenir comme ça le café. C'est pour moi qui n'ai pas l'habitude de ce genre de technologie, j'ai trouvé ça intéressant comme lecture. Alors, je voulais en parler parce que voilà, c'est un petit changement par rapport au genre de sujet qu'on aborde habituellement, mais aussi parce que moi je me pose des questions quand même. Est-ce que c'est vraiment la meilleure réponse face au changement climatique? Est-ce que la meilleure réponse c'est de comme ça tenter de faire des ersatz, de faire des produits qui vont être hautement transformés, contournés, avec sans doute une production qui va se déplacer de pays où ils ont bien besoin de vendre ces matières de base vers des pays où on en a moins besoin? Faut raison garder, ils le disent clairement, ça c'est une production en laboratoire, on est loin d'une production industrielle, mais en donnant la recette, et en remettant le sujet au goût du jour, on peut imaginer qu'un industriel se lance. Il y a maintenant des gens qui font de la fausse viande, etc. Et oui, c'est ça. C'est ça que je voir s'il n'y avait pas des avis de nos auditeurs, des commentaires sur le sujet. Je pense que ce serait intéressant d'en discuter un petit peu. C'est passionnant, mais c'est exactement ce que ça me faisait exactement penser. Le steak fait en laboratoire qu'on nous avait présenté, qui coûtait je sais pas combien de milliers de dollars, donc impayable évidemment, mais c'était pour la démonstration. Et il y en a toujours pas un modèle économique viable qui est sorti sur le marché de ce machin-là. Ça reste dans les laboratoires. Il y a aux États-Unis, il y a des steaks végétaux qui ont vraiment un goût de viande. Quand tu les goûtes, tu as vraiment l'impression, en termes de texture, en termes de saveur, d'être sur des produits. Une viande de basse qualité, mais une viande. Oui. L'idée là, c'était vraiment produire de la viande. C'était pas détourner c'est pas le même chose. sujet. Donc, je veux dire, tout à fait la même chose. Quand on accepte de faire des ersatz, oui. À ce moment-là, on peut accepter de faire rentrer des ingrédients. Oui, tout à fait. C'est pas non plus, quand on reparle du café ici, c'est pas non plus le café soluble, tu vois, qu'on rencontre des fois. Donc, s'il est meilleur que celui de la machine à café là où je travaille. Je serais presque prêt à me remettre au café, parce que très honnêtement, le café, le vrai bon café entre guillemets, il y a de moins en moins de gens qui savent le goûter ou qui le boivent, le vrai bon café. Donc je sais pas quels sont leurs critères de sélection. Si évidemment leur critère c'est la machine à café du coup qui se trouve dans le couloir, on est mal parti. Par contre, si ce sont de vrais goûteurs et voilà fans de vrai café, ça peut ouvrir des perspectives intéressantes. Mais, effectivement, contournement.
contournement. Alors, Oui. ces 6 derniers mois, j'ai eu le plaisir de vivre dans un pays de production de café au milieu oui, des bah champs oui. de café, avec des producteurs de café, et j'ai découvert une culture du café qui est proche de notre culture des vins finalement, Ouais. où les producteurs sont des gens passionnés qui vont parler des terres, des essences, des types d'arbres à café, Ouais. mais également les arbres qu'ils plantent autour. Il faut savoir que, en tout cas avec ce type de plantes-là, il faut leur donner de l'ombre, donc les champs de café sont au milieu d'arbres plus grands comme des palmiers, des bananiers, etc. Et le type d'essence qu'on met pour redonner de l'ombre fait une réaction chimique dans le sol qui va influencer le goût de café. Alors ne me demandez C'est- pas à moi, moi je goûte pas la différence, mais il y a des C'est- spécialistes, comme il y a des spécialistes de vin ici qui peuvent dire Ouais. ah ça c'est telle essence. C'est de la machin, permaculture, en avec fait. oui, oui, la C'est vrai. technique de vrai, c'est ça. très bien. Ouais. Et donc quand j'entends Benoît parler de café en laboratoire, je me demande ce que penserait un œnologue d'un vin en laboratoire. vin en laboratoire. Et, Ouais. et je connais certaines personnes en Colombie qui auraient la même réaction de notre œnologue. Ah, on se fait des amis, hein, parce qu'on parle d'intelligence artificielle qui va virer des journalistes et des musiciens, on parle d'un laboratoire qui va virer les gens qui produisent du café. C'est super, on se fait plein de copains, c'est chouette. Mais c'est intéressant, Ceci dit, c'est la vrai. démarche était intéressante. Ah, tout à fait, évidemment, et techniquement très intéressante aussi. Mais ceci dit, c'est vrai que la plupart du café qu'on consomme ici en Europe est dégueulasse. Toutes les machines automatiques, c'est absolument infect par rapport à un vrai café qui vient d'une vraie plante. Voilà, oui, c'est ça. Mais je pense que ça vient d'une vraie plante, hein, celui qu'on nous fait boire, mais, Oui, à la base, quelque mais- part. mais très, très, très loin des pieds de café, hein, ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà. Merci Benoît pour ce sujet, passons à la suite. La lettre V, comme vulnérabilité. Parce qu'il fallait quand même, pour bien commencer l'année avec un Sébastien dans la team, parler de vulnérabilité informatique. Non ? Non, Même justement, non, Ah, je m'étais bon. promis en 2023 Ah, de ouais, plus ouais. parler de vulnérabilité à chaque fois, et je m'y suis globalement tenu. Je n'ai pas de statistiques, mais je C'est viens pas faire faux. toutes les semaines avec, et je continue en 2024. Mais là, il fallait que je vous en parle quand même parce que ça m'a scotché. Bah oui, Quand- donc c'est vrai. Quand quand j'ai vu ça, je me Une suis dit, fois ah, sur oui, l'année. quand même. Voilà. Oui, mais voilà. C'est mon clair. quota. Une fois Voilà, sur c'est l'année. fait. Et c'est fait comme ça. Vous en J'ai entendrez fait- parler Je après. fais- C'est pas une, c'est 4 ou 5. C'est un exploit en fait. Donc c'est la capacité d'exploiter Ouais. une série de vulnérabilités pour gagner le contrôle d'un téléphone. Ici, ça vise iOS. Alors c'est patché depuis longtemps. Vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas à risque. Et vu la complexité que je vais expliquer dans une seconde de cette chaîne de vulnérabilité. Ça a dû coûter une fortune pour développer cet exploit, et donc c'était pas vous qu'on recherchait spécifiquement. Mais si vous lisez parfois des articles de presse qui disent tiens, le téléphone de Jeff Bezos a été piraté et on a retrouvé des photos XYZ de lui ou d'un homme politique, etc. Des gens qui ont vraiment des choses soit à perdre, comme des gens très très riches, soit des Oui. secrets politiques, militaires, À cacher, etc. oui. Mhm. On comprend pourquoi le gouvernement demande attention de pas utiliser un iPhone ou de pas utiliser un téléphone Android, mais d'utiliser tel device généré par leur service secret. Je suis pas certain que ce soit plus sécurisé, soit dit en passant, mais ça donne une impression de sécurité. C'est pendant une conférence qui a eu lieu pendant les vacances que les chercheurs de la société Kaspersky, qui est bien connue notamment pour un antivirus grand public, mais qui sont des experts en matière de sécurité, ont fait une série de talks qui expliquaient cet exploit qu'ils ont découvert un peu par hasard en analysant du trafic réseau. Ils ont dit tiens, il y a des choses bizarres. Ils ont commencé à creuser. Ils ont travaillé plus d'1 an sur la déconstruction de cet exploit qui est redoutable parce qu'il suffit d'envoyer un e-message avec un attachment malicieusement préparé, comme on dit, pour prendre entièrement contrôle du téléphone de la victime sans qu'il s'en rende compte. Donc au final, ça installe des outils pour aller extraire des messages, les photos, etc. Alors c'est simple. L'utilisateur reçoit son e-message bizarre. E-message ne réagit pas. En essayant de le pré-processer, ça déclenche un bug qui donne accès via les librairies TrueType, donc les polices de caractères, via une librairie privée d'Apple, à la possibilité d'aller écrire dans 2 zones de la mémoire. Là-dessus, ce qui est écrit dans les autres zones de la mémoire déclenche l'exécution de codes qui vont patcher la librairie JavaScript de Safari. Patcher, ça veut dire modifier la librairie pour pouvoir lui faire exécuter du code que normalement elle n'aurait pas exécuté.
exécuter. Ça injecte à peu près 11 000 lignes de code dans cette librairie, essentiellement pour permettre à un futur programme JavaScript d'aller pouvoir écrire à peu près n'importe où dans la mémoire, et notamment au niveau du kernel. Ça déclenche, ça bypass aussi certains contrôles kernel qui permettent justement d'empêcher qu'un process à écrire dans la mémoire du kernel ou dans la mémoire d'un autre process. Une fois cela fait, qu'on a patché le kernel, ça ouvre toujours en tâche de fond. L'utilisateur ne voit rien sur son téléphone. Safari et lui fait télécharger un payload JavaScript, donc une application JavaScript spécialement conçue pour utiliser le patch qui vient d'être fait avant, qui va commencer l'exploitation réelle, c'est-à-dire aller installer, en fait d'abord encore utiliser une faille de sécurité pour démarrer un shell, donc c'est un terminal, et puis dans ce shell encore utiliser deux failles de sécurité pour pouvoir installer le rootkit, donc l'ensemble des logiciels qui permettra à l'attaquant de comprendre le contrôle du téléphone. Les chercheurs disent que la plupart des logiciels qui sont installés sont même pas utilisés après. Il y en a que 2-3 qui étaient utilisés par ceux qui exploitaient ce genre de vulnérabilité. Donc, je ne sais pas compter, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 bugs différents à des endroits différents de l'OS qui ont été utilisés, qui sont utilisés en cascade, en chaîne pour arriver à ce résultat-là. Tout ça c'est patché depuis iOS, j'ai plus la date, 16 quelque chose en décembre 2022. 16.2. Merci, 16.2. Mais donc tout ça c'est patché, il y a plus de risque. Mais c'est pour vous dire que enfin voilà, moi je mets les développeurs sur plusieurs échelles. Je vais pas vous dire ce que je mets dans le bas de l'échelle, mais les développeurs qui développent des kernels, c'est l'échelle quasiment tout en haut, et puis ceux qui développent ce genre d'exploit sont encore un coup en haut parce que ils partent d'un gros binaire ou de plein de gros binaires. Ils ont pas de code source et ils doivent trouver les vulnérabilités, trouver comment les utiliser, comment les enchaîner, comme dans cet exemple-là, pour arriver à faire des choses comme ça. C'est assez incroyable. Fabuleux aussi côté Kaspersky d'avoir démonter ce mécanisme, compris comment ça marche, documenté, publié. Je vous ai mis le lien du site de Kaspersky qui s'appelle Opération Triangulation. C'est le nom qu'ils ont donné à cette attaque qui était possible donc jusqu'en 2022 sur iOS. Et puis j'arrête de vous embêter avec des vulnérabilités iOS. C'est pour 364 jours. pour au moins ce trimestre. Qu'en pense Benoît de la sophistication de cette attaque et il y a des gens qui ont quand même du temps à perdre. C'est pas à perdre. Je pense qu'il y a des agents d'État qui sont Je rigole. Oh là là. Avec les gens qui sont tout en haut de l'échelle, j'ai du mal. Hein. Non, mais c'est le problème, c'est ce que Sébastien évoquait, c'est-à-dire que ce genre de choses est prévu pour faire des attaques contre des hommes politiques, des personnalités importantes, et doter de moyens. Des opposants politiques aussi. Tout à fait. Donc il faut quand même effectivement que des gens se creusent un peu les ménages pour qu'on puisse vivre aussi dans un monde un peu plus sûr. Ça fait partie du jeu et on le sait tous. C'est heureusement qu'il y a des gens passionnés comme ça tout en haut de l'échelle, et tant qu'ils sont tout en haut, s'ils pouvaient changer l'ampoule de temps en temps, ça serait bien. Merci en tout cas pour ce au-dessus de l'épisode, parce que tout en haut de l'écran il y a une date Ah oui, effectivement, c'est une date 2023 que j'avais écrite en dur à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, merci de l'avoir fait remarquer. Si tard. Parce qu'au moment où on enregistre, effectivement, on enregistre bien le 3 janvier 2024. Je tiens à le préciser. De toute façon, il y a des news dont on n'aurait pas pu parler le 21 décembre 2023. Donc voilà. Donc c'est signé aussi. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les news ? Ça va être l'heure du dossier, si je comprends bien. La grosse patate, c'est maintenant. Alors. Oui. Ah, c'est pas parti. Normalement, il y a un petit jingle sympatoche qui fait un peu de bruit. Peut-être qu'il fonctionne, ou en tout cas, je ne l'entends pas, moi. Non, je l'entends pas. J'ai pas entendu le jingle, mais il aurait dû être entendu, mais je l'ai pas entendu. C'est pas grave. Peut-être qu'on aura surprise après au déballage quand on va écouter l'épisode. L'expérience utilisateur, l'UX, c'est le sujet que vous vouliez développer dans ce dossier pour conclure. On a le temps, hein. Cet épisode numéro, j'ai oublié le numéro de l'épisode. 428. Ça c'est juste par 428. Ça c'est juste pour. Sébastien, on commence avec toi pour parler du design industriel à la création de logiciels. Mais en fait, quand on parle d'expérience utilisateur, les deux mots sont importants. C'est expérience
et utilisateur. Quelle est l'expérience qu'on veut donner à nos utilisateurs? Et quand, avec Benoît, on a commencé à réfléchir à ce sujet-là, on s'est dit, il n'y a pas que le logiciel. Évidemment, dans les technos, on parle souvent d'applications, etc. Et c'est peut-être la première chose à laquelle vous pensez. Ah, c'est facile d'utiliser mon téléphone, iOS, Android ou telle application. Mais tous les objets industriels qui sont autour de nous, ils ont été designés, ils ont été conçus pour pouvoir être utilisés. Alors, pas certains, ça se voit pas nécessairement. D'autres, on voit que ça a été plus travaillé. Parfois, c'est un accident, c'est juste là et c'est comme ça. Mais il y a la plupart du temps quelqu'un qui a réfléchi à comment utiliser ce produit et quelle expérience on veut donner. Alors il y a plusieurs contraintes et Benoît va revenir plus en détail là-dessus, mais il y a ceux dans une équipe technique dans une équipe de produits qui vont dire tiens, il faut que ça soit joli parce que je veux que dans le magasin ça soit joli et que les gens soient naturellement dirigés vers cela. Il y a les contraintes fonctionnelles, il faut que ça puisse faire X, Y, Z. Il y a des contraintes techniques aussi, que ce que la technologie permet de faire en fonction, et de nouveau je parle pas de logiciel ici, ça peut être de votre radiateur, d'une poignée de porte, de votre voiture. Et puis il y a les contraintes industrielles, il faut que ça soit fabricable en grande série, à bas coût également, donc souvent il faut un ensemble de gens qui vont réfléchir à c'est quoi la solution. Si vous vous intéressez sur cette problématique de concevoir des objets du quotidien de manière à ce qu'ils soient faciles à utiliser, je vous conseille fortement, et je vous ai mis le lien dans les notes du podcast, de lire ce bouquin. Je ne sais pas si vous le voyez avec les reflets oui, très bien, de la caméra. Ça s'appelle The Design of Everyday Things, la conception des choses du quotidien, parce que il y a des choses qui ont été conçues, qui marchent plutôt bien. Une tasse, par exemple, prenez une tasse. On peut découvrir relativement facilement à quoi ça sert une tasse. Il y a un grand espace vide au milieu, ça sert à remplir un liquide. Il y a une poignée à la droite ou à la gauche, ça dépend comment on la tient. Ça sert à prendre la tasse. Et c'est idiot, mais c'est un design qui est découvrable. Et c'est une des premières qualités des designs. Il faut que quand on voit un objet, on puisse découvrir quelle est sa fonctionnalité et découvrir les fonctions que je peux utiliser. Et de nouveau, ça s'applique aux objets, ça s'applique aux interfaces utilisateurs, homme-machine, sur votre PC ou sur votre téléphone également. Et dans ce bouquin, l'auteur qui s'appelle Donald Norman introduit deux concepts très forts. Le concept en anglais, il dit affordance et de significance. Affordance, j'ai pas trouvé de traduction en français. Je te jure, j'ai essayé, Marc, mais j'ai pas trouvé. C'est ce que l'objet offre. Je reviens à mon exemple de porte, de tasse. Il offre un espace, un volume pour mettre un liquide au milieu et une anse. On voit directement, il offre ses fonctionnalités. Il donne, il y a pas vraiment besoin d'explication. On sait directement ce que ça permet de faire. Un siège, par exemple, j'ai un siège à côté de moi. On voit assez, enfin, sauf s'il est designé justement par un designer qui essaie de le rendre esthétique. Je citerai pas de nom. Un monsieur qui commence par les deux mêmes lettres que mon nom de famille. Un siège, je vois Marc qui réfléchit. On voit qu'on peut s'asseoir dessus. Il y a des accoudoirs, on peut se relever. On voit à quoi ça sert. C'est pas un piano. Exactement. Un truc que j'adore, moi, ce sont les poignées de porte. Il y a 3 types de portes. Je sais pas si vous avez déjà chacun son truc. Il y a les portes qu'on pousse pour ouvrir, il y a les portes qu'on tire pour ouvrir et il y a les portes qu'on glisse pour ouvrir. Et souvent, le type de poignée qu'on va mettre va permettre une fonctionnalité mais pas l'autre. Par exemple, prenez une porte dans une cafétéria, un hôpital, c'est une grande barre transversale, la poignée. On peut faire qu'une chose à cette barre transversale, on peut faire que la pousser. Et l'affordance, donc justement ce qu'offre l'objet, induit la fonctionnalité qui est de pousser. J'ai une porte coulissante chez moi, je l'adore parce que elle a sur le côté une réglette, une rainure où on peut juste mettre ses doigts sur toute la hauteur. Il n'y a pas de poignée pour pousser ou pour la tirer. La seule chose qu'on peut faire quand on met ses doigts dans cette porte, c'est la pousser à gauche ou à droite. Et donc on sait directement que la porte c'est une porte coulissante. Le pire, c'est d'offrir le mauvais affordance, donc la mauvaise offre, et qui nécessite alors de mettre ce qu'il appelle après un significant. Un significant, c'est un texte ou une icône qui explique comment utiliser le truc. Par exemple, tu mets une poignée pour tirer la porte, mais c'est une poignée et c'est une porte qui se pousse. Et donc, à côté de la poignée, normalement, tu veux tirer une porte, une poignée, tu es obligé de mettre pousser.
Et on Oui. voit ça partout dans les magasins, Bien pousser, sûr. tirer, etc. Quand tu commences à être conscient de ça, tu regardes les portes différemment. Et je te jure que les poignées de porte, il y a tout un chapitre dans le bouquin d'ailleurs du monsieur sur les poignées de porte. Si je me permets un peu de temps, un autre exemple, les ascenseurs. L'autre jour, j'étais dans un hôtel, ça date d'il y a 1 an ou 2 quand même, et il y avait un ascenseur avec, pour appeler l'ascenseur, il y avait 2 boutons, un avec une flèche vers le haut et une étiquette, un sticker, un autocollant à côté qui avait une flèche vers le bas, et un qui avait une flèche vers le bas, l'autre bouton, il avait une flèche vers le bas avec un sticker qui avait une flèche vers le haut. Et je me suis retrouvé devant ce truc-là en disant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appuyer sur le truc avec la Qu'est-ce flèche qui vers compte le bas pour faire venir l'ascenseur d'en haut vers moi en bas? Est-ce que je dois appuyer avec la flèche vers le haut pour lui dire que je dois aller en haut? Très mauvais affordance, très mauvais significant parce que il fallait quasiment mettre un mode d'emploi. J'aime beaucoup mieux les ascenseurs modernes, même si là ça demande un petit changement de la mentalité de l'utilisateur. Vous savez, c'est ces ascenseurs où vous dites je veux aller au 23e étage. Ding, ding, vous tapez 23, il vous dit ascenseur D, vous allez à l'ascenseur D. Et quand vous êtes dans l'ascenseur, il n'y a plus de bouton, il y a juste un bouton pour fermer la porte, ouvrir la porte, un bouton. Et il y va. Et il y va, et c'est beaucoup plus efficace en matière de gestion du trafic également. Dernier exemple, avant de pivoter pour enchaîner sur Benoît, un évier. Et de nouveau, là, c'est une expérience réelle, ça m'est arrivé dans un hôtel. Très bel évier, design et tout, très beau robinet. J'enfonce le truc pour le fermer, vous savez, le truc qui bouche le fond de l'évier, je verse de l'eau, je me lave, etc. Et puis, comment est-ce qu'on vide l'évier ? Pas de poignée visible, je regarde à gauche, à droite, etc. Je regarde, est-ce qu'il y a une pédale en dessous? Non, il n'y a pas de pédale. Donc, de nouveau, très mauvaise affordance, le truc. J'ai sorti la foreuse. J'ai un modèle mental, je sais à quoi ça sert, mais j'arrive pas à appliquer, à utiliser ce modèle. Très mauvais design. Finalement, après longtemps, j'ai pas dû aller demander à quelqu'un, mais presque, je me suis rendu compte qu'il fallait appuyer sur le bouchon lui-même dans le fond de la vasque pour le refaire sortir et que l'eau... Mais double mauvais design d'abord, c'est bien sûr, c'est idiot. Incompréhensible. Et pourquoi est-ce que Tu t'es je dois séché mettre les mains dans l'eau sale voilà. Oui. pour éviter l'évier. Tout ça Non, pour vous dire c'est très con. que le design, c'est super C'est important. Bien sûr. Le design, le feedback également, avoir un feedback immédiat. Moi, quand j'ai appuyé sur mon bouchon, je vois que l'eau part, c'est bien, j'ai mon feedback. Combien de fois vous avez appuyé sur un feu rouge 15 fois sur le bouton du feu pour demander le passage? Il paraît qu'il est fake. Il a toujours été fake, il paraît. Ça ne marche pas. Non, mais il paraît que c'est juste fait pour pas faire patienter les gens. Ça leur donne l'impression d'avoir une autorité sur le truc. Mais sinon, ça dérègle tout. Sinon, j'ai déjà vu des bons designs où il y a un décompte qui s'affiche sur le truc pour piéton. On appuie sur le bouton et poup, il y a un décompte qui dit 30 secondes, 29, 28. Et au moins, on a un feedback immédiat. On sait que la demande a été prise en compte, etc. Bref, il y a le modèle mental du designer, il y a le modèle mental de l'utilisateur, il y a le modèle technique de fonctionnement, ce qui est possible. Il faut arriver à combiner tout ça pour faire une bonne expérience utilisateur. Et c'est ce que Benoît va vous expliquer dans la section suivante. Puisque Benoît va nous parler de l'approche, bravo, en matière de conception de systèmes informatiques, Benoît. Exactement, on va un petit peu discuter de ça. Il y a eu énormément de progrès et je pense que ce que Sébastien vient d'expliquer l'illustre bien. Il y a de plus en plus de documentation, de livres, de recherches qui expliquent en fait comment on va pouvoir concevoir un bon produit. On est vraiment passé, je pense en une quarantaine d'années, d'une espèce d'artisanat à des choses qui sont prévisibles, qui peuvent être gérées, et ça c'est important, parce que tant qu'on est dans l'artisanat, il y a deux phénomènes. D'abord, la connaissance se perd quand la personne va quitter l'entreprise, par exemple. Donc brusquement, on avait quelqu'un qui savait faire, et puis il s'en va, il part à la retraite, il change d'entreprise, etc. Et on n'a plus personne qui sait faire. Et j'ai un problème d'affordance. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. Oui, c'est bon. Parce que j'ai perdu le retour. Et le deuxième élément, ça veut dire également qu'il faut une entreprise visionnaire pour s'engager. Et là, on va vraiment avoir grâce au fait qu'on a développé des méthodes, on va pouvoir intégrer ça de façon beaucoup plus cinématique. Et on le voit parce qu'on a des produits qui sont de plus en plus, je pense, d'une bonne qualité, qui offre une bonne expérience utilisateur. Je disais 40 ans parce qu'en 1984 se passe quelque chose d'important. Le Macintosh Human Interface Guideline est publié. C'est
sans doute un des premiers documents qui a été destiné à des équipes de développement qui étaient pas, ou de développeurs individuels, qui n'étaient pas nécessairement formés sur le sujet, où on va sortir un peu des laboratoires, sortir des centres de recherche, avec vraiment des premiers éléments de méthode. Dans les mêmes années, dans les années 80, à Stanford University, Rolf Fast invente ou présente ce qu'il appelle le design thinking, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français la conception créative, et qui va vraiment être les premiers éléments de conception centrés sur l'utilisateur. C'est, excusez-moi, c'est exactement ce que Sébastien disait tout à l'heure. Pour concevoir une bonne interface utilisateur, il faut différents éléments. Et donc là, il va faire une synthèse entre les pensées plus analytiques et les pensées plus intuitives. Et ça continue. Je vais pas vous faire tous les bouquins. Il y en a un. Si vous a donné son bouquin préféré, le mien c'est 1999, Alan Cooper, l'auteur de Visual Basic, sort un bouquin qui réfléchit à comment on va pouvoir étudier le comportement des utilisateurs, le raisonnement des utilisateurs face à un produit. Le bouquin s'appelle The Inmates are Running the Asylum. Les fous font tourner l'asile. Les fous, c'est les informaticiens. L'asile, c'est les pauvres personnes condamnées à utiliser certains produits de l'époque et d'aujourd'hui encore. Et le bouquin est absolument remarquable, je vous le conseille vraiment. Bref, sans vouloir rentrer dans le détail de comment on fait tout, je vais essayer de vous esquisser le genre de réflexion qu'on emmène quand on souhaite faire un produit avec une conception où on va emmener l'utilisateur et avoir proposer une expérience utilisateur qui va être correcte. Le principe, ça va toujours être dans une approche itérative, c'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer son produit, on va réfléchir à l'expérience utilisateur et on va l'améliorer étape par étape. Donc tout au long de la vie du produit, on va l'affiner. C'est pour ça souvent qu'on a des versions 1, version 2, version 3. On critique beaucoup les sociétés qui investissent dans le design par le fait que régulièrement il y a un effet de mode où elles relancent de nouveaux produits. Mais en fait, ça correspond au fait que derrière, il y a des améliorations, des évolutions des produits. Ils trouvent de nouvelles solutions et ils veulent évidemment les introduire. Je pense que toutes les méthodes essaient de naviguer entre deux énormes erreurs qu'on voit souvent. La première énorme erreur, c'est aller demander directement aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez. Et ça, c'est une très mauvaise idée, pour plein de raisons, sans rentrer dans tous les détails. Je vais juste prendre un petit exemple. C'est un test, je pense que c'est la Lufthansa qui avait fait ça, qui avait demandé à ses clients, mais quand vous, dans le design, dans la conception des centres pour le business, dans les aéroports, quand vous allez dedans, est-ce que vous avez envie d'avoir plutôt des bonbons, ou plutôt des fruits, ou qu'est-ce que vous voulez y trouver? Et les gens ont évidemment dit, on veut des fruits, on veut des choses saines. Alors ils ont fait une deuxième partie de test, ils ont mis 2 bols, ils ont mis un bol avec des bonbons, un bol avec des fruits, et ils ont regardé lequel se vidait le plus vite, et on se rend compte que la réponse à la demande directe n'est pas du tout ce qu'il faut fournir comme expérience utilisateur, parce qu'évidemment les bonbons sont partis beaucoup plus vite que les fruits. La deuxième erreur qui est à l'extrême opposé et contre laquelle il faut éviter de naviguer, c'est tenter d'exposer les capacités du système. C'est-à-dire avoir une approche très technique, dire on a un système qui est capable de faire certaines choses et on va l'exposer. Moi j'ai par exemple une machine à lessiver qui est extrêmement irritante. Machine à lessiver, ça fait beaucoup de bruit. Quand ça arrête de faire du bruit, on s'en rend compte, on entend qu'elle arrête de faire du bruit, donc on est content. Et je ne sais pas quel est l'imbécile qui est allé mettre dedans un bip pour dire qu'elle avait arrêté de faire du bruit. C'est le genre de feedback qui ne sert strictement à rien. Simplement, la machine était capable, il y avait une carte électronique capable de faire un bip, donc on l'a fait faire un bip. Mais ça ne sert à rien. Si on est malentendant, ça sert à rien d'entendre qu'elle fait bip. Et si on n'est pas malentendant, on a entendu qu'elle avait arrêté son cycle de lavage. Donc c'est vraiment une réflexion qui part sur la capacité du système et ça ne sert à rien. Comme l'a expliqué Seb, il faut organiser en fait une équipe pluridisciplinaire avec différentes compétences et c'est là où tout ce travail sur les méthodes que j'évoquais un petit peu est intéressant parce que en gros ce qu'on va essayer de faire c'est 3 grandes étapes. On va d'abord essayer d'avoir une espèce de modèle de ce que l'utilisateur est, de qui il est et de ce qu'il essaie de faire. Qui il est, c'est comprendre, est-ce que par exemple par rapport à notre produit, l'âge est quelque chose qui est important. Est-ce que les gens vont aborder le produit différemment selon leur âge? Est-ce qu'ils vont l'aborder différemment selon le fait qu'ils l'utilisent régulièrement ou pas régulièrement? Est-ce que certains éléments de leur être va être important? Par exemple, moi je suis daltonien et je pense à un produit, oui, et je pense à un produit... Depuis plus de 10 ans, c'est maintenant que je le sais. Écoute, je suis pas daltonien super fort, mais j'ai des difficultés à voir certaines couleurs. Et dans la conception d'un produit, il y a quelques années maintenant, on présente un écran et je dis cet écran est complètement illisible.
Et la personne se fâche en disant, mais non, il est très joli cet écran. Tout le monde dit, mais non, il est très joli cet écran. Non, il est illisible, on voit pas les couleurs. Et ça a amené à une réflexion sur le daltonisme qui a amené à redessiner l'écran. Et le produit a été particulièrement apprécié par cette catégorie de gens qui ont les mêmes problèmes, ou qui ont des problèmes plus forts que moi encore en matière de vision de couleur, qui ont trouvé qu'on leur proposait pour la première fois un produit dans ce champ d'application qui était vraiment très facile à exploiter, où l'information était vraiment très lisible. Dans le genre de choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui, on a des catégories d'utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone. Et donc ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut pas leur demander de faire, comme souvent on fait quand on se log, on fait une authentification à 2 facteurs, donc on va avoir une petite application sur son téléphone pour confirmer le login. Eh ben on peut pas faire ça parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone. Mais ça veut dire qu'il faut que l'expérience produit soit consistante. Il faut pas leur dire on peut pas utiliser le téléphone à cet endroit-là, et plus loin on leur demande de prendre une photo. Donc il faut vraiment comprendre l'utilisateur. Il faut aussi comprendre ce qu'il essaie de faire et comprendre les scénarios dans lesquels il va travailler. Les scénarios, c'est important, c'est ceux dans lesquels le produit s'inscrit. C'est de nous expliquer tout à l'heure qu'il a voulu se laver à un moment dans cet hôtel. L'évier était une petite étape d'un scénario. La tâche de vider l'évier, c'est une petite étape dans un scénario plus large. Et si le designer avait réfléchi, il aurait tenu compte du scénario plus large et pas simplement de la tâche de vide l'évier. Et notamment, comme tu le disais Marc, c'est un petit peu dommage d'aller remettre les mains dans l'eau sale alors qu'on vient de finir de se laver. Ça, c'est ne pas avoir réfléchi au scénario dans sa globalité. Un autre exemple, on parlait tout à l'heure de ce vidéoprojecteur. On a bien vu que pour un scénario où on veut une image absolument parfaite, etc., c'est peut-être pas le bon produit, mais pour un scénario où on veut quelque chose de plus relax sur la terrasse de Seb, c'est peut-être un produit intéressant. Et ça, c'est réfléchir à la place du produit dans un ensemble de tâches plus large. Une fois qu'on a fait ça, on a ce modèle. Avec ce modèle, on va pouvoir piloter son travail. On va pouvoir piloter cette équipe pluridisciplinaire en leur disant, dans le modèle, on va extraire certains problèmes qui sont un peu irritants. L'évier, il est un peu compliqué à vider. L'évier est un peu compliqué à vider. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme hypothèse de solution pour proposer quelque chose de plus intéressant? Les fabricants, les personnes qui s'occupent de l'usine vont proposer leur idée, des personnes qui utilisent l'évier vont proposer leur idée, le designer va proposer ses idées, on va essayer de mettre tout ça ensemble pour trouver des hypothèses de solutions qui marchent mieux. Et une fois qu'on a ces hypothèses de solutions, on va faire un petit prototype, ça peut être un bête dessin, ça peut être des choses plus sophistiquées, on peut faire une impression 3D, si on fait du logiciel, on peut utiliser Figma, qu'on évoquait tout à l'heure, pour faire des modèles d'écran, et à partir de là, on va de nouveau pouvoir reprendre son modèle et mesurer est-ce que les hypothèses qu'on a formulées résolvent les problèmes. Donc si on imaginait un évier d'une autre nature, est-ce que ça résoudrait le problème de pouvoir facilement vider l'évier, qui est une étape dans le scénario, et dans les autres étapes du scénario, est-ce qu'on pourrait aussi améliorer l'évier pour qu'il soit plus facile de se laver, plus facile d'accomplir les tâches qu'on essaie d'accomplir à ce moment-là. Ce qui est très intéressant, et c'est vraiment ce sur quoi je veux insister dans cette partie du dossier, c'est le fait que ce que je suis en train de décrire là, c'est pas de l'artisanat. C'est quelque chose qui peut s'organiser et que n'importe quelle organisation peut faire, et que n'importe quelle organisation peut mesurer son succès par rapport au succès des différentes hypothèses qu'elle élabore, par rapport à des objectifs qui sont complètement décrits. On peut faire des mesures qualitatives, on peut voir si Seb est toujours irrité en utilisant l'évier, mais on peut aussi faire des mesures quantitatives. Combien de temps est-ce qu'il met pour vider son évier? Il avait mis plusieurs minutes, si on a bien compris, un quart d'heure, une demi-heure. Est-ce qu'il peut maintenant le vider en 10 secondes? On peut mesurer le taux d'erreur. Combien de personnes ont eu du mal à vider l'évier par rapport à une nouvelle solution? Voilà. Donc, et justement, ça, c'est ce qui est important pour nous permettre de faire des produits, d'avoir des produits qui vont être de meilleure qualité. C'est côté gestion, organisation, mesure et gestion du risque dans le développement d'un produit. Et justement, la mesure, les tests, c'est le point sur lequel Seb va maintenant nous parler un petit peu plus de son expérience. Je voulais juste, sans déflorer le sujet suivant, faire juste une toute petite parenthèse, parce que tu l'as évoqué, mais rapidement. J'étais retombé sur un article concernant une initiative du groupe Orange en France, qui a identifié 5 personas dans un cadre assez particulier, mais dans l'UX justement, puisqu'on sait qu'en France, 12 millions de personnes, donc une personne sur 5, a une déficience
ou une ou plusieurs déficiences, et que pour pouvoir les identifier et pouvoir justement les inclure dans la réflexion dont tu parlais, Benoît, ces personas ont un sens. Par exemple, Amélie qui est aveugle de naissance, ou Charlène qui est dyslexique, ou Michel qui est atteint d'une DMLA, ou j'aime beaucoup Thierry qui lui est comptable et violoniste, ce qui est un handicap assez intéressant, mais ce qui induit aujourd'hui des troubles musculo-squelettiques. Et donc il y a cet aspect-là aussi. Par exemple, devant une interface dans une gare, par exemple, pousser sur le bouton peut devenir compliqué. Ou encore Samir qui est devenu sourd suite à une méningite. Enfin voilà, ce sont des personnages beaucoup plus détaillés que ça, mais qui aident à la conception, à la réflexion, et qui voient si ça passe les filtres, en fait, si ça passe le cap. Mais je repasse la parole à Sébastien pour la suite. Et c'est très important ce que tu dis, c'est vraiment la partie avoir de l'empathie par rapport à l'utilisateur. Oui. Pouvoir vraiment comprendre les difficultés auxquelles il va être confronté. On peut faire un dossier d'ailleurs là-dessus aussi, sur l'aspect accessibilité. Oui, du c'est un design, dossier à part entière, effectivement. Mais c'est un dossier séparé. Comme Benoît l'a dit, concevoir, c'est une question d'essayer. Et d'essayer différentes alternatives, parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas nécessairement ce qui sera la bonne solution. Mais là, je reviens plus dans le domaine du logiciel. Il y a beaucoup d'entreprises qui appliquent en continu ce qu'on appelle des tests AB testing. En gros, l'idée de l'AB testing pour les logiciels, ça consiste à dire, à tout moment, je vais offrir 2 versions ou plusieurs versions, disons N versions, mais commençons simplement 2 versions de mon site web, de ma fonctionnalité à mes utilisateurs, et je vais collecter des mesures d'utilisation, des mesures, ça peut être, si c'est un site de commerce, c'est combien de personnes vont jusqu'au bout, jusqu'à l'acte d'achat, ou est-ce que ça change la valeur moyenne d'un panier d'achat, ou enfin voilà. Donc, je vais collecter des mesures et comparer les mesures de la population A, ma population de référence, avec ma population B, ceux à qui on soumet l'expérience. Alors, je dis A, B, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et que c'est simple à expliquer avec une version A et une version B. En réalité, souvent, il y a plein de dimensions différentes, mais l'idée revient toujours à la même chose, c'est faire des hypothèses de départ, définir comment on va mesurer ces hypothèses, implémenter les variants. Alors pour un site d'e-commerce, ça pourrait être la taille du bouton acheter, ou la position du bouton acheter, ou la couleur, ou la police de caractère. Et puis avoir une capacité de choisir certains utilisateurs qui verront la version originale, et une cohorte d'utilisateurs qui verront la version modifiée, et exposer en temps réel plusieurs versions de l'expérience utilisateur à ces 2 cohortes, collecter des données, et c'est là que ça devient assez mathématique. Après le A/B testing, la partie informatique est relativement simple. Il faut pouvoir distinguer un utilisateur A d'un utilisateur B, pouvoir les grouper, proposer des expériences différentes. Ça, c'est pas trop compliqué. Au pire, on fait avec quelques petits tests if then else dans le code. Évidemment, il y a des librairies de plus haut niveau qui permettent de faire ça. Puis il faut analyser les données, et là on rentre dans des maths pures et dures. Chaque fois que je parle avec des gens qui font du A/B testing, ça me rappelle les pires moments de mes heures de statistiques il y a très, très longtemps sur les bancs de l'université, parce qu'en fonction de la distribution, il y a des tests standards pour mesurer la distance entre deux mesures de la distribution, les Welch tests si c'est des gaussiennes, les Fisher exact tests si c'est des binomiales, et là je vais voir Benoît sourire, si c'est des multinomiales, on fait des tests qui-carrés. Ça te rappelle quelque chose, Benoît, les qui-carrés? Ça me rappelle quelque chose, mais parce qu'on était sur les bancs d'Unif ensemble, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'on n'était pas sur les bancs des cours pendant que ça se passait. On était au café en face, en train de prendre du chocolat. Tout s'explique. Parce qu'on n'en pouvait pas de ces fonctions, de ce truc dans tous les sens. Bref, dans l'aspect A/B testing, il y a une bonne partie de statistiques aussi, d'analyse de données. Alors, selon la fiche Wikipédia, on sait pas trop quand l'A/B testing est apparu dans le monde du logiciel. Il y a des tests comme ça en matière de pharmacie également, hein, tester des médicaments différents depuis le 19e siècle. Et puis revient toujours cet exemple d'un employé Microsoft qui se demandait, tiens, comment est-ce qu'on pourrait augmenter les revenus des pubs sur le moteur de recherche Bing, et qui avait cette idée, il l'avait soumis à son manager. Il disait, c'est juste un jour de développement et ça peut changer quelque chose, mais le manager avait estimé que c'était basse priorité
priorité, pas important. Et il l'a fait quand même et il l'a mis derrière un A/B test. Et tout d'un coup, il y a un groupe, le groupe de traitement, donc le groupe qui est exposé à la nouvelle fonctionnalité, qui a généré 12% de revenus publicitaires en plus, ce qui à l'échelle du site web total pour Microsoft, ça fait quand même 100 millions par an. Hein, donc Quand même. juste pour moi. Et Ouais. ce qui a déclenché d'autres problèmes d'ailleurs, parce qu'on pensait que c'était une fausse alerte, c'est pas possible que les revenus augmentent aussi fort tout d'un coup, 12%. Ben non, c'était juste son idée qui avait été exposée C'était pas normal. à un groupe de tests. Et donc ça permet de valider des hypothèses. Si vous allez chez Google, chez Microsoft, chez Facebook, chez Amazon, il y a des dizaines de milliers de tests A/B en permanence sur le site web, vous en rendez pas compte, mais l'expérience utilisateur que vous avez, c'est pas la même que celle de votre voisin. Non, mais si vous avez l'habitude d'envoyer des newsletters, par exemple, beaucoup d'outils aujourd'hui, à condition évidemment d'avoir une base assez conséquente, vous permet d'envoyer des tests, des A/B tests, pour voir comment les gens réagissent aux liens que vous avez mis dedans, à l'article, etc., pour essayer d'optimiser la performance de votre infolettre ou de votre newsletter, si on parle dans bon français ou pas. Voilà. Benoît, on passe à Benoît, hein, c'est ça? C'est là maintenant? Oui. Benoît, qui va conclure ce dossier. On y On va passe. parler, on va continuer sur exactement le sujet, c'est-à-dire la rentabilité de ce genre de Bah choses. oui. Quelle est la rentabilité d'investir dans ce genre de méthode et dans le fait d'investir dans le design, d'investir dans une bonne expérience utilisateur. Alors il y a un rapport de McKinsey, je vous ai mis le lien, il date de 2018, je l'ai pris parce que c'est le seul que j'ai trouvé qui était disponible complètement librement et complètement visible. Il y a des rapports plus récents qui confirment le même genre de choses. Le rapport s'appelle The Business Value of Design et ça montre en fait qu'il y a une valeur énorme. Pourquoi? Ce qu'ils ont fait, ils ont examiné les pratiques de design de 300 entreprises cotées en bourse, dans des secteurs différents, des entreprises qui font du produit, donc des produits physiques, des entreprises qui fournissent des services, dans des industries différentes, dans la banque, dans le médical et dans les biens de consommation. Ils ont fait ça sur 5 ans, ils ont étudié 100 000 actions de design et ils en ont tiré un indice qui leur permet de dire, voilà, dans ces 300 entreprises, quelle est leur maturité par rapport au design, par rapport à l'idée d'offrir une bonne expérience utilisateur. Design, non pas au sens de joli et attirant, mais design dans le sens qu'on a utilisé ici, c'est-à-dire une bonne expérience utilisateur. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les entreprises qui investissent le plus dans le design, celles qui sont dans le quartile supérieur en termes de l'indice qu'ils ont élaboré, ces entreprises ont une croissance nettement supérieure à celle de leurs concurrents en termes de revenus et en termes de retour aux investisseurs, une croissance qui est jusqu'à 2 fois supérieure à leurs concurrents. Donc, ce type de démarche autour de l'expérience utilisateur, il a directement un impact. Et on pense évidemment à Apple, qui est actuellement la plus grosse capitalisation boursière, et qui est peut-être l'entreprise technologique à laquelle tout le monde pense quand on pense à une entreprise qui investit dans l'expérience utilisateur. Apple, qui on le rappelle, a une croissance en 2023 de 53%. Donc c'est vraiment des éléments qui aujourd'hui donnent de la valeur. On parlait du fait que néanmoins il y a encore pas mal de produits qui sont assez irritants, qui sont pas très bien conçus, qui sont pas très agréables, qui ne donnent pas une expérience utilisateur très agréable. Le même rapport note que, et on parle a priori des entreprises qui ont plus de moyens financiers, puisque ce sont des entreprises cotées, ce sont de grosses entreprises cotées, il note néanmoins que 40% des entreprises, quand elles conçoivent un produit, n'ont aucune interaction avec l'utilisateur du produit. Ne se pose aucune des questions qu'on s'est posées. Le résultat, c'est des éviers, comme celui que Seb a rencontré. Le résultat, c'est des ascenseurs. Le résultat, c'est ces portes de magasins qui l'irritent tellement. Et le résultat, c'est ma machine à lessiver. qui est complètement une horreur. Et 50% des entreprises ne mesurent pas les objectifs de conception. Donc, n'objectifent pas les objectifs de conception qu'on se donne pour le produit et ne les mesurent pas. Et pourtant, ça marche. Pourtant, c'est ce qui nous amène à avoir des produits qui sont vraiment, vraiment intéressants. Juste pour prendre un exemple que moi je trouve assez amusant, on va rester sur le domaine du café qu'on évoquait tout à l'heure. Un des problèmes quand on veut faire des bons cafés à la maison, c'est de pouvoir faire l'espresso. Parce que l'espresso a besoin d'une mouture extrêmement fine. C'est pour ça que tout le monde prend des capsules Nespresso, parce que Nestlé a des moulins extrêmement efficaces et arrive à faire des capsules très très efficaces en matière de mouture du café. Mais pendant longtemps, si on voulait faire de l'espresso à la maison, je sais parce que j'ai essayé, il y a longtemps, quand on voulait faire de la mouture, quand on voulait faire de l'espresso à la maison, il fallait investir dans des moulins qui étaient conçus pour un usage dans un café. C'est-à-dire des machines qui étaient conçues pour traiter 10, 20, 30, 50 kilos par jour. Et il y avait des versions
familial, mais c'était la même machine avec juste une couleur différente ou un truc pareil, donc complètement inadapté par rapport au scénario d'utilisation à la maison. Et puis il y a une boîte qui s'appelle Niche, qui a lancé sur Kickstarter un produit révolutionnaire en disant « Et si on imaginait un produit avec un scénario d'utilisation différent. À la maison, on fait 2-3 espressos sur la journée. On fait pas 10 kilos, on fait 40 grammes. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme produit qui fonctionne dans ce scénario ? Et ils ont proposé un produit, le Niche Zero, qui était un succès incroyable sur Kickstarter, qui a littéralement redéfini une gamme de produits. Et aujourd'hui, toutes les grandes marques actives dans le domaine du café, dans les moulins à café, sortent des concurrents parce qu'ils sont obligés de répondre justement au fait que cette marque, elle a vraiment marqué complètement et réorienté un peu ce type de marché. Voilà. Donc, ça vaut la peine qu'on soit une grande boîte comme Apple ou qu'on soit une petite boîte comme Niche, une petite start-up. On constate que ça vaut la peine de faire ce genre d'investissement. C'est ce qui permet vraiment de s'implanter sur des marchés. C'est super intéressant. Merci pour ce dossier à tous les deux. C'est vrai que en l'écoutant, il y a plein de strates qui peuvent être des dossiers, des sous-dossiers. On a parlé d'accessibilité. C'est évidemment celui qui me vient le plus rapidement à l'esprit, puisqu'on avait déjà parlé, rappelez-vous, avec l'autre Sébastien, on avait commis une série de hors-série justement pour l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et tout ce que cela implique, les outils qui vont avec, etc. On voit aussi qu'on peut s'approprier un outil qui n'est pas forcément conçu pour une tâche particulière, mais qui finalement répond au cahier des charges, comme tu l'expliquais Benoît, d'une personne lambda, je pense de nouveau aux non-voyants, qui utilisent des smartphones qui ont un écran. Nous, on a besoin de l'écran pour utiliser le smartphone. Eux arrivent à l'utiliser sans avoir besoin de l'écran, mais parce qu'ils l'utilisent autrement. Donc ils ont été trouver autre chose dans la conception de l'appareil qui leur convient et qu'il faudrait surtout pas changer quand on les écoute. Donc il y a tout cet aspect-là qui vaudrait la peine d'être développé, peut-être dans un futur dossier si ça vous tente. Et si vous qui nous écoutez, ça vous tente, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et peut-être qu'à ce moment-là, on fera un effort pour le sortir. Est-ce que vous avez un truc à rajouter pour votre défense, mes petits amis ? Non. Pour ma défense, non. Juste dire, l'expérience utilisateur, c'est tous les jours, dans toutes les choses de la vie. J'ai donné des tas d'exemples qui n'étaient pas liés au logiciel et au téléphone portable. Je l'ai fait exprès, mais c'est dans tout ce qu'on achète tout le temps. Et j'y pense constamment. Ça serait faux, mais certainement une fois par jour, il y a un truc qui va pas et qui m'énerve, qui m'irrite, comme Benoît et sa machine à laver. Et je me dis, si au moins ils avaient payé quelqu'un ou quelqu'un de différent pour concevoir leurs produits. Alors que les bénéfices, on l'a dit, peuvent être au rendez-vous et finalement c'est un investissement qui peut être profitable. J'ai une pensée puisqu'on en parle, j'ai une pensée pour notre ami Bruno Guglielminetti qui met un podcast hebdomadaire qui s'appelle Mon Carnet, qui régulièrement reçoit quelqu'un qui parle du X, d'expérience utilisateur, et c'est passionnant. Et c'est là que j'avais appris justement que Orange avait créé ces personas. Et donc voilà, je voulais juste rendre hommage à notre confrères. Merci à tous les deux pour cet épisode très enrichissant et à tout niveau. Et merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode de la saison. Et j'ai changé, pendant que Benoît nous expliquait, j'ai rapidement changé la date en haut de l'écran pour que ce soit, pour qu'au moins on termine sur une note positive. Le numéro est revenu en arrière. Ah, non, si. Oh ben zut alors, ça c'est moche. Donc, moi, on ne peut pas tout avoir. Bon, je serais un excellent... On n'a pas une expérience idéale. Non, c'est ça. Bon, je ferais un lave-linge qui se vide pas. Par exemple. Ce serait mon truc. Ah ben ça c'est marrant, tiens. Attendez, parce que là ça m'a énervé sur le coup. Effectivement, s'il est revenu comme ça, bon bah écoutez, je le corrigerai pour la fois prochaine. Merci en tout cas à tous les deux. Passez une très très bonne semaine à tous. Et puis n'hésitez pas à commenter comme d'habitude cet épisode, à mettre des pouces, à mettre des étoiles dans les applications de podcast, etc., etc. À très bientôt. Salut.